Bienvenue, Madame, Messieurs, citoyens congolais, à ce dossier de la rédaction consacré sur l'union sacrée de la nation. Il faut bien en parler, il faut bien décortiquer son contenu pour en relever la quintessence, n'est-ce pas? Donc, bienvenue à ce dossier sur l'opportunité de l'union sacrée de la nation. Nous avons un expert, un politicien, un citoyen qui suit de près les enjeux politiques et sociaux de son pays pour en parler. Mais avant ça, Alain Bouma, bienvenue. Merci Julie. Pour en parler, nous recevons M. Georges Boussé-Falaï. Il a une formation en physique théorique et mathématiques de l'Université libre de Bruxelles. Il a 22 ans d'expérience à la GECAMINE Exploitation, à la logistique. Sur le plan politique, il est entré en politique comme membre du cabinet du président Laurent-Désiré Kabila, d'abord comme directeur de cabinet adjoint, ensuite directeur de cabinet. Il est ancien ministre de l'énergie au premier gouvernement de Joseph Kabila Kabange. Pendant la transition, il était sénateur et à présent, il œuvre dans les entreprises et l'économie mixte. D'abord, il était administrateur de la BCDC, actuellement Equity Bank, et actuellement, il est président du conseil d'administration de la société mixte Expelz. Bienvenue, Monsieur Boussé-Falaï. Merci, Madame Julie. Merci, Monsieur Alain. C'est un grand plaisir pour moi de partager aujourd'hui un sujet aussi important qui concerne l'avenir de notre pays. Et donc, une question d'entrée, pour ou contre l'union sacrée? Avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord rendre gloire à Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le directeur de ma vie. Ensuite, avant de répondre à la question elle-même, je voudrais féliciter le président de la République qui maintenant assure la présidence de l'Union africaine. L'Afrique a besoin d'être unie et la plupart des pays africains font face aux mêmes challenges politiques, économiques et sociaux. Je pense que sa sagesse aidera à donner à l'Afrique un souffle nouveau pour faire un pas en avant dans la recherche des solutions à ces problèmes. Maintenant, revenons à l'union sacrée. Pour ou contre l'union sacrée? Pour ou contre l'union sacrée? Quelle question? C'est une question grave. Parce que vous allez voir que la manière dont on va discuter ici, vous verrez très bien si je suis pour ou contre. Et d'ores et déjà, j'ai dit que si quelqu'un est contre, c'est qu'il n'a pas compris le sens de l'union sacrée de la nation. Si quelqu'un est pour, il ne faut pas qu'il soit émotionnellement. Il faut qu'il comprenne la profondeur de ce sens-là pour s'engager réellement et répondre à ce que le peuple congolais attend depuis longtemps. Le peuple congolais a besoin de faire confiance aux institutions et les institutions doivent refléter pour lui une attention particulière à ces problèmes journaliers, quotidiens. Mais nous en parlerons plus en détail tout à l'heure. Monsieur Georges Boussé-Falaï, le chef de l'État avait lancé, je me rappelle, le 6 décembre 2020, un message pour appeler tout le monde à fédérer les efforts autour de l'union sacrée de la nation. Est-ce que c'était opportun à ce moment précis? Oui, je pense que moi j'ai suivi avec un grand intérêt tout le processus qui a conduit le président de la République à lancer l'idée de l'union sacrée. J'appelle ça un grand mouvement politique. Le président l'a suffisamment motivé. Il a vraiment motivé sa démarche avant de lancer l'union sacrée. Il a des convictions profondes par rapport à cette démarche en ce qui concerne le questionnement qui intéresse chaque Congolais. Quand allons-nous arrêter d'aller vers l'enfer dans notre pays? Un pays si riche, un pays plein de talents. Quand je vois des journalistes comme Julie et Alain, déjà, la manière dont vous me questionnez ici, je me dis, mon Dieu, dans tous les domaines, nous avons quand même des talents. Alors, à mon avis, il a ses convictions, mais les consultations qu'il a menées ont enrichi ses convictions. Et aujourd'hui, je voudrais aussi apporter ma contribution à l'enrichissement de ses convictions, les convictions du président de la République, de manière à l'aider à mieux percevoir d'autres angles, parce qu'il y a beaucoup d'angles autour de la question de l'union sacrée
de la nation. Et quel est votre angle? Comment vous concevez, vous entendez cette union sacrée de la nation? Encore une fois, le Congo n'est pas isolé dans le monde. Alors, je suis allé chercher un exemple dans l'histoire du monde de ce concept de l'union sacrée. Vous savez, je voulais rappeler cela. Lorsque la Première Guerre mondiale a été lancée en Europe, l'Allemagne avait décidé, avait en fait déclaré la guerre à la France. Et à ce moment-là, tous les Français se sont unis en un bloc. Je dis bien tous les partis politiques français, indépendamment de leurs opinions particulières par rapport à la façon de gérer la chose publique, se sont unis en un seul bloc pour, quel que soit leur parti, quelle que soit leur religion, pour justement s'organiser à la défense des intérêts de la France dans cette situation particulière qui a menacé la France. Et vous connaissez les Français, peut-être pas beaucoup, mais ceux qui s'y intéressent connaissent l'attachement de la France à la liberté, à l'indépendance. Rappelez-vous du général de Gaulle, pour l'indépendance de la France, ça on ne pouvait pas badiner, à la dignité de la France. Et il craignait que la guerre ne leur apporte un gros problème par rapport à cette indépendance à laquelle ils sont attachés. Et pendant ces temps-là, je dis bien, tous les Français se sont unis comme un seul homme pour défendre les intérêts supérieurs de leur pays. J'appelle cela tout ce qui était sacré pour la France. Alors ça m'amène justement à me poser la même question pour la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui est sacré pour la République démocratique du Congo? Voilà. Je considère, moi, personnellement, je considère que l'intégrité territoriale de notre pays a un caractère sacré. L'unité nationale de notre pays a un caractère sacré. La liberté, la souveraineté et l'indépendance de notre pays a un caractère sacré. Enfin, la vie de chaque Congolais, petit ou grand, riche ou pauvre, a un caractère extrêmement sacré. Ce sont ces quatre choses sur lesquelles j'insiste. Si nous avons une union sacrée pour la nation, l'union sacrée devra mettre en tant qu'un grand mouvement politique. Donc, ce ne sont pas des partis, mais c'est un mouvement politique qui regarde, tous les partis regardent dans la même direction pour s'intéresser à la question, apporter des solutions à ces questions, afin de préparer pour notre pays un avenir meilleur, quelque chose de nouveau, de différent. Et d'amener ainsi, parce que ça c'est la finalité, en fait, c'est d'amener le peuple congolais à avoir une plus grande confiance dans les institutions de la République. Et comment l'intégrité territoriale est sacrée? Pourquoi l'intégrité territoriale est sacrée en République démocratique du Congo? Je ne connais pas un seul pays du monde, dans le monde que nous vivons, dans lequel n'importe qui peut entrer, n'importe quand, dans le pays sans visa, sans autorisation, et venir troubler la paix d'un peuple paisible comme le nôtre, parce que le Congolais est un homme paisible. Mais ce n'est pas parce que le Congolais est paisible qu'indéfiniment, il va supporter qu'on vienne perturber sa paix. À un moment donné, il devra se poser des questions, et ces questions-là doivent trouver leur réponse dans l'union sacrée de la nation. Absolument. Il y en a ceux-là qui pensent que l'union sacrée, c'est se réunir autour du chef de l'État pour le partage de postes. N'est-ce pas là qu'ils ont aussi raison, parce que la politique aussi, c'est conquérir le pouvoir et le conserver le plus longtemps possible? Oui. Un parti politique, par définition, a pour objectif de conquérir le pouvoir. N'est-ce pas? Soyons clairs à ce sujet. Mais lorsqu'on parle de l'union sacrée, tous les partis politiques se mettent ensemble et forment un bloc pour assister le président à réaliser ses convictions personnelles, enrichies par les consultations et par les débats politiques qui ont eu lieu dans ce pays. Il n'est plus question de s'intéresser au partage du pouvoir. Il est question de voir
Comment sortir le Congo de la descente aux enfers dans les domaines économiques, dans les domaines sociaux, même dans les domaines politiques? Pourquoi pas? Mais à suivre de près, on a déjà l'impression qu'il y a une scission qui est en train de se dessiner. Il y a ceux qui sont dans l'Union sacrée et d'autres qui peut-être n'ont pas adhéré et visiblement ils ne le sont pas. Alors que vous voulez parler de l'unité nationale. Irons-nous à l'unité nationale autour d'une union sacrée alors que d'autres s'érigent déjà en opposant, alors que d'autres aussi, ceux qui font déjà partie de l'union sacrée, à un moment refutent le profil des autres qui pourraient adhérer? Je ne peux pas, Madame Julie, comprendre qu'un parti politique au Congo puisse, n'est-ce pas, inscrire sa démarche politique contraire à l'unité du pays. Que ce soit, je ne vais pas citer des partis ici, quel que soit le parti. Donc, l'unité nationale de notre pays est une question sacrée, à laquelle on ne peut même pas discuter. Aujourd'hui, l'Est de notre pays est menacé. Ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'intégrité. Quel est le parti politique qui va ignorer que l'intégrité du pays est une question de vie ou de mort pour la nation? Une nation vit, n'est-ce pas? Alors, nous ne pouvons pas comprendre que l'on puisse laisser entrer impunément n'importe qui dans la nation congolaise pour la détruire et travailler pour son implosion de l'intérieur. Parce que quand on travaille pour l'implosion de la nation de l'intérieur, la première stratégie, c'est de diviser. Diviser pour régner. Régner pour dominer. Une relation dangereuse de maître à esclave. Écoutez, nous avons été colonisés. Beaucoup de sang a coulé pour que nous soyons indépendants. Aujourd'hui, nous sommes indépendants. Notre indépendance est menacée de l'extérieur, à partir des pays africains ou à partir même de l'Europe. Il n'est pas acceptable que l'on puisse rester indifférent, quel que soit le parti politique auquel on appartient. On ne peut pas rester indifférent à cela. Et c'est pourquoi j'ai dit, cette question-là, eh bien, l'union sacrée doit en faire une préoccupation élevée. Autant que l'intégrité du territoire, l'unité nationale et d'autres questions qu'on va débattre tout à l'heure. Et pour y parvenir, il faudrait que le président de la République forme un nouveau gouvernement. Curieusement, ceux qui forment aujourd'hui l'Union sacrée viennent du camp qui a été vraiment indexé de camp du mal, entre guillemets. Est-ce qu'avec toutes ces caractéristiques, le gouvernement sera fort ou le gouvernement pourra atteindre les objectifs que vous venez d'énumérer ici? Je vais répondre à cette question-là en allant directement à un autre aspect de la vie nationale qui a un caractère sacré. Ma vie, à moi, la vôtre et celle des téléspectateurs qui nous suivent. La vie d'un Congolais, petit ou grand, riche ou pauvre, est sacrée, doit être sacrée. On ne peut pas comprendre que les souffrances, je vais parler en fait de ce que des gens qui mangent difficilement, vous connaissez à Kinshasa, dans certaines maisons, on mange à tour de rôle. Je ne peux pas comprendre que quand il pleut à Kinshasa, même à Lubumbashi, ça devient une opportunité de sortir avec des bassins pour recevoir l'eau des pluies. Mais l'eau, c'est la vie. Comment notre peuple va-t-il vivre avec l'eau de la pluie, qui n'est pas purifiée? Quand je vois l'hôpital Mama Yemo, mais c'est un mouroir. Y envoyer quelqu'un, c'est comme si on l'envoyait déjà à la mort. Je ne dis pas qu'à l'hôpital, il y a des bons médecins, il y a des bons produits. Mais le coût de ces produits-là est tel que beaucoup de personnes ne peuvent pas s'offrir le luxe de se faire soigner là. Alors les gens essaient de se débrouiller. On cherche des médicaments traditionnels, on cherche ceci et ça. Il y a trop de morts, assez c'est assez. Voyez-vous? Et donc, le gouvernement qui va venir
dans le cadre de l'union sacrée, doit être composé de personnes qui se posent cette question sérieusement. Voici quel genre de questions ils doivent se poser. Qu'arriverait-il si je détournais l'argent de l'État que l'État pouvait utiliser dans son rôle régalien pour soutenir le secteur de la santé, soutenir le secteur de l'éducation nationale, comme actuellement le chef de l'État a initié la gratuité, n'est-ce pas, de l'enseignement. Quelle a été ma surprise de remarquer que la Banque mondiale a suspendu ou peut-être arrêté un prêt de 100 millions de dollars qui devait venir au secours de ces programmes-là à cause du détournement. Vous savez, ça me met mal à l'aise. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui entre dans ce gouvernement, l'Union sacrée, qui détourne l'argent qui devait servir à l'éducation, cette personne-là doit savoir que elle vient de mettre dans la rue des génies qui auraient pu être d'une utilité très grande dans l'avenir du pays. Mais n'est-ce pas que mieux savoir, c'est aussi la sanction? C'est pour ça que j'ai dit, on va y arriver, n'est-ce pas? Détourner l'argent destiné aux soins de santé, c'est tuer quelqu'un. Détourner l'argent destiné à l'enseignement, comme je le disais tout à l'heure, c'est remettre en question l'avenir du pays. Parce que l'avenir du pays, c'est la jeunesse. Ça veut dire aussi envoyer sur la rue des petites filles qui se baladent avec du pain à vendre au lieu d'aller à l'école. Mais ce sont des crimes. Ce sont des crimes. Vous savez qu'en Chine, le détournement des biens publics de l'État, vous êtes fusillé. Au Japon, n'en parlons même pas parce que les Japonais ont atteint un certain niveau de considération personnelle que si jamais, il sait seulement qu'on va voir que j'ai détourné, il va on appelle là-bas harakiri, il va se tuer. En Europe, vous détournez l'argent de l'État, mais on vous amène en justice. Ça nous amène dans l'état de droit que, heureusement, le président de la République est en train de relancer et beaucoup de gens ont peur d'un état de droit. Alors maintenant, je n'ai pas dit qu'il y a des démons au Congo dont il faut se méfier au point de dire non, vous ne pouvez pas entrer dans l'union sacrée. C'est l'union pour tous les Congolais. Mais celui qui entre dans cette union doit comprendre qu'il y a des choses sacrées, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'intégrité territoriale. Participer ou collaborer avec des gens qui menacent l'intégrité territoriale de notre pays, eh bien c'est un crime. L'unité nationale. Participer à côté des gens qui, de l'extérieur ou de l'intérieur, contribuent à l'implosion de notre pays de l'intérieur pour pouvoir dominer le Congo de l'intérieur. Éparpiller le Congo, vous savez ce qui se passe maintenant dans les provinces, il y a des tendances, on parle ce sont des bruits, j'espère que ce ne sont que des bruits. On parle de sécession, de ceci ou de cela. Messieurs, nous avons assez souffert pour que l'union sacrée de la nation puisse prendre de toutes ses forces, toutes les stratégies pour faire échec à ce genre de comportement. Donc, il n'y a pas moyen d'éviter d'appliquer la loi. La loi, c'est la loi. Il n'y a pas moyen d'éviter d'être strict dans la loi. L'application de la loi, eh bien, est semblable à quelqu'un qui est malade. Vous devez le soigner, mais quand vous pique, ça fait mal. Aidez-nous quand même à décrire, voilà, aidez-nous à décrire le profil des femmes et des hommes qui devraient accompagner le chef de l'État dans sa vision pour l'union sacrée de la nation. Tout à l'heure, vous parliez justement de la justice, de droit qui doit être dit. Ben maintenant, les hommes et ces femmes-là, eux-mêmes, sur le plan politique, technique et autres, quel devrait être leur profil? Madame Julie, merci pour la question. C'est une question importante. Et finalement, elle vient un peu compléter la démarche que nous avions ici. Pour prétendre entrer dans l'union sacrée de la nation et exercer des responsabilités de gestion de la chose publique. Parce que c'est de ça qu'il s'agit.
Et on peut envisager le profil des animateurs du gouvernement ou de l'Assemblée nationale ou du Sénat. On peut envisager leur profil de la manière suivante. Au gouvernement, il y a une dimension politique certaine, mais il y a aussi une dimension technique de la responsabilité. Alors, la question maintenant, c'est où est l'équilibre entre la dimension politique et la dimension technique? Moi, ça c'est mon point de vue. Allez-y. Je pense que compte tenu de l'ampleur des problèmes à résoudre, pour s'attaquer aux questions qui ont un caractère sacré dans notre pays, que j'ai énuméré tout à l'heure, le plus important étant la vie d'un Congolais, riche ou pauvre, petit ou grand, quelle que soit sa tribu, indifféremment de la tribu, eh bien, il faut une planification. C'est important, parce que c'est vaste. Il faut prioriser les problèmes, il faut planifier les problèmes, et puis exécuter ça. Organiser et exécuter. Et contrôler. Moi, je me rappelle, je fais un peu du coq à l'âne, hein, je me rappelle à l'époque, le gouvernement congolais dépensait des sommes folles pour réhabiliter des routes. Une route qui, techniquement, doit avoir une certaine dimension épaisseur, eh bien, aura peut-être l'épaisseur de la moitié. La moitié de l'épaisseur est partie où? Dans la corruption, messieurs. Alors, les routes n'ont pas une durée de vie normale, mais il y a des gens qui se sont enrichis, qui provoquent, parce que cet enrichissement-là, vous provoquez des accidents, car la route va se détériorer très vite. C'est ça le profil donc des hommes et des femmes. Je vois que vous n'avez pas voulu qu'on oublie les femmes. Non. Les hommes et les femmes, n'est-ce pas, il n'y a pas de différence entre un homme et une femme par rapport à la capacité intellectuelle. Il n'y en a pas. La femme a son rôle dans un ménage, l'homme a son rôle dans un ménage, mais indépendamment du ménage, l'homme et la femme congolais, nous devons le savoir, doivent avoir la même chance pour accéder aux responsabilités publiques. Je dis bien la même chance. Cette chance, ce n'est pas qu'on va ouvrir à une femme une opportunité parce qu'elle est belle ou quoi, non. Elle a eu la chance d'accéder à l'école, à l'éducation et à l'instruction. Elle a percé, elle a un diplôme, elle a une compétence technique et elle s'est intéressée à la politique pour servir la nation dans le gouvernement ou dans d'autres secteurs. Il n'y a pas que le gouvernement, il y a les entreprises publiques, il y a les entreprises d'économie mixte, où je suis actuellement par exemple. On ne doit pas, dans l'union sacrée pour la nation, ce n'est pas seulement le gouvernement. Il y a aussi les moyens, donc le portefeuille de l'État. D'où viendra l'argent pour soutenir la politique et la stratégie de l'union sacrée? Donc j'ai dit, l'homme et la femme, je pense qu'il faut privilégier d'abord la dimension technique par rapport à la dimension politique, sans négliger la dimension politique. Monsieur Boussé Falaï, venons-en à la durée de l'union sacrée. Est-ce que ça doit, comme ce n'est pas un parti politique, comme c'est un mouvement, comme vous dites. Ça doit prendre combien de temps? Parce que souvent les mouvements ont une durée limitée. Hein? Cette question vraiment est intéressante parce que je reviens à la France. La Première Guerre mondiale en France, en Europe, ça s'est terminé. Après la guerre, chacun est rentré dans son parti politique pour prétendre à la direction du pays. Ça, c'est tout à fait logique. Mais l'ampleur des problèmes auxquels l'Union sacrée pour la nation doit faire face est telle que c'est vraiment difficile de dire quand ça doit se terminer, mais il faut dire que ça doit se terminer. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai parlé de la planification, de la priorisation, de l'organisation, de l'exécution et du contrôle. Oui. Parce que c'est le contrôle qui nous permettra de voir
que nous avançons bien dans la bonne direction. Mais l'union sacrée aura une fin. Donc, le plus important pour l'union sacrée, je pense, par rapport à votre question, c'est qu'est-ce que l'union sacrée pour la nation va léguer à la nation lorsqu'elle disparaîtra. À mon humble avis, elle devra léguer des, disons, j'appelle ça des programmes, éventuellement. Je sais qu'un programme, chaque parti politique va faire le sien. Oui. Peut-être des réformes durables, des réformes dont on parlera au Congo 50 ans plus tard, 100 ans plus tard. Et pour faire des réformes comme celle-là, je vous assure, il faut s'asseoir calmement, sans passion, et examiner les choses telles qu'elles sont. Et quelles sont ces réformes qui doivent être menées? Voilà. Première réforme, c'est dans le secteur politique. Nous savons que nous nous appelons République démocratique du Congo, mais chaque Congolais, chaque Congolaise voudrait goûter la démocratie. À certains égards, il y a encore un goût amer. Aucune élection chez nous n'a été clôturée sans contestation. On ne doit plus contester les résultats électoraux. J'ai eu l'occasion d'ailleurs d'en discuter avec vous dans une des émissions sur B1. Je pense que dans ce secteur-là, l'union sacrée pour la nation congolaise devra laisser des réformes politiques qui garantissent le sérieux de la démocratie, du système démocratique. Et il n'y a pas moyen d'y arriver que par, premièrement, faire la mise à jour du fichier de l'état civil. Pourquoi c'est si important? C'est important parce que dans l'état civil, un État peut savoir quels sont les citoyens d'origine, on appelle ça la nationalité d'origine, quels sont ceux qui ont la nationalité congolaise par naturalisation, parce que ces deux catégories de personnes ne peuvent pas prétendre aux mêmes responsabilités dans l'État. Je me rappelle à l'époque, feu président Mobutu avait parlé, lui, de petites nationalités, de grandes nationalités, et l'idée n'était pas du tout mauvaise. Ce n'est pas un étranger qui viendra dans votre pays pour vous faire du bien, ça, rassurez-vous. L'étranger va servir d'abord son pays d'origine. Mais le national, il va servir d'abord, enfin, celui qui entre dans l'union sacrée, doit penser à mettre des réformes qui vont garantir que dans l'avenir, ceux qui vont accéder aux responsabilités politiques dans notre pays seront plus préoccupés par l'intérêt général que par leur intérêt personnel. Il faut un fichier de l'état civil. 2. À partir du fichier de l'état civil, il faut une liste électorale. Parce que ce n'est pas n'importe qui va voter. Prenez les millions de gens qui sont entrés à l'est du Congo. Ils sont entrés dans le territoire national. Ils ne sont pas des Congolais, ni d'origine, ni naturalisés. Mais ils sont là, sur notre territoire. Est-ce qu'on va encore assister à une scène où ces gens peuvent, par malice, avoir la possibilité de voter? Non, messieurs. Raison pour laquelle on nettoie souvent ce fichier électoral. Ah oui, on en avait parlé la fois passée. Après avoir fait un fichier électoral, on le nettoie. Mais mon Dieu, ça ne doit plus arriver. Oh, union sacrée pour la nation, faites tout pour que ça n'arrive plus. Ça, c'est la liste, n'est-ce pas, la liste électorale. Mais les électeurs en question, comment ils vont voter? Les gens qui doivent les représenter dans les institutions nationales. Bon. Moi, je crois que la démocratie a un prolongement, un principe. Le pouvoir du peuple. Parce que le pouvoir appartient au peuple. Par le peuple. Au travers des représentants qu'il envoie dans les institutions, au Parlement et au gouvernement. Pour le peuple. Au travers de la façon dont ceux qu'ils ont envoyés au gouvernement vont répondre à leurs desiderata.
notamment, j'insiste beaucoup, sur le respect de la vie d'un Congolais. Moi, je pense que quand on a des réformes durables qui vont prévenir que dans le futur de ce pays-ci, chacun soit... Tout le monde n'aura pas la même richesse. Non, il y a toujours des moins nantis, il y a toujours des plus nantis, mais que chacun se retrouve dans ses besoins fondamentaux. Donc, le pouvoir du peuple. Aujourd'hui, ceux qui entrent dans l'Union sacrée doivent se poser la question. Est-ce que le peuple congolais a le pouvoir? Exercé par le peuple, par ses représentants. Ceux qui entrent dans l'Union sacrée doivent se poser la question. Est-ce que les représentants du peuple dans les institutions exécutent les intentions du peuple? Est-ce que ceux-là qui entrent dans l'Union sacrée sont d'accord avec moi pour dire qu'ils ont aussi une grande responsabilité dans le contrôle du gouvernement? Le contrôle de l'action du gouvernement. Nous sommes des hommes faibles. On peut avoir ça, il faut le dire. Il n'y a aucun homme dans le monde qui est parfait. Aucun. C'est pourquoi s'il n'y avait pas la loi, il y aurait le chaos. Donc la loi aide à répondre à la question de l'imperfection des hommes. Et donc, si quelqu'un dans l'Union sacrée, qu'il sache que le pouvoir doit revenir au peuple, c'est ce que nous disons, pouvoir du peuple, par le peuple, c'est-à-dire par ses représentants dans les institutions, pour le peuple, pour défendre les intérêts de la nation congolaise d'abord. C'est cela qu'il faut comprendre par la responsabilité future qui vient par rapport à ces désirs du peuple congolais. Et la loi électorale elle-même, parce qu'il y a le nombre de scrutins par moment, le mode de scrutin, le mode et tout. Oui, la loi électorale. Ouais. Nous avons eu l'opportunité d'en parler dans une des émissions avec Biwan. Je dis ceci. Il est inacceptable que l'on procède, comme on a procédé la dernière fois, aux élections présidentielles à un seul tour. Non. Parce que si vous faites l'élection présidentielle à un seul tour, mais 10 candidats en lice, mais quelqu'un peut passer avec 20%. Mais il ne représente pas l'État, il ne représente pas la majorité du peuple congolais au sens démocratique du terme. Donc j'opte, et je voudrais insister pour que l'Union sacrée pour la nation prépare des réformes politiques qui ne rendront plus possible que l'élection à 2 tours. Mais il y a aussi le côté financier qui pose problème. Notre pays a un budget pratiquement de 6 milliards de dollars. Il faut plus de 1 milliard de dollars pour organiser les élections. Vous ne trouvez pas qu'avec un tour, on va faire une très bonne économie? Une économie financière, mais en tout cas, le prix de la démocratie dépasse les soucis financiers. L'Union sacrée pour la nation devra mettre en place tous les mécanismes pour récupérer autant d'argent que possible. Première récupération, il y a de l'argent au Congo, mais cet argent part comme ça. Coulage des recettes. Il y a un coulage. L'Union sacrée pour la nation doit stopper le coulage. On va y récupérer beaucoup d'argent. Les tricheries avec des gens qui font dans les commerces, ils ont des... Moi, j'ai remarqué ça. Vous voulez acheter quelque chose, il y a deux facturiers. Un facturier pour présenter à l'État et un autre pour ses mains. Entre ces deux facturiers, il y a des fuites d'argent. C'est récupérable. Et enfin, la gestion du portefeuille de l'État. Moi, je suis dans une entreprise qui, depuis un certain temps, n'a pas été à mesure de payer ce qui revient à l'État. Pourquoi? Parce que même si elle a fait des progrès au niveau de la production, elle a fait face à des questions de financement. Les financements extérieurs nous coûtent cher. 100 $ financés de l'extérieur, que l'Union sacrée pour la nation mette des experts pour évaluer ce qui rentre chez ceux qui donnent cet argent-là et ce qui reste au Congo. Ils seront surpris. Je ne donne pas les chiffres ici,
Mais il y a des experts au Congo qui sont capables de donner ces chiffres. Donc il y a de l'argent, il y a des moyens. Pendant cette période de l'Union sacrée, qu'on y réfléchisse et qu'on ne se précipite pas. À quoi ça sert de faire des élections quand il n'y a pas d'argent? À quoi ça sert de faire des élections quand on est sûr que la liste électorale n'est pas bonne? À quoi ça sert de faire des élections quand on sait qu'il y a une grande chance dans la corruption de donner la voix à des gens qui ne sont pas des Congolais, qui ont pénétré la frontière par toutes les voies? Non, vraiment, c'est un grand souhait pour que l'Union sacrée attaque ces problèmes-là. Ne craignez-vous pas d'énerver certaines personnes parce que quand vous dites qu'on ne court pas, alors que tout le monde attend 2023? Parce que les élections, c'est dans 2 ans. Et ça doit se faire maintenant, ces réformes. Est-ce que ces réformes se feront avant 2023? Le temps ne fera pas défaut. En 2006, on s'est précipité à faire des élections. Et tout le monde a crié. Moi, je ne suis pas là pour donner des leçons à quelqu'un. Mais je suis en train de dire qu'en 2006, les résultats électoraux ont été contestés. En 2011, la suite c'était en 2011. En 2011, oui. Les résultats électoraux ont été contestés. Parce qu'on se précipite toujours. On n'est jamais prêt. Je ne sais pas à qui on veut faire plaisir. Peut-être qu'on veut faire plaisir à ceux qui conditionnent les financements à la démocratisation. Mais la démocratisation chez nous, la démocratisation en Europe a suivi, n'est-ce pas, un processus dans le temps, un changement de mentalité. Mais chez nous, qu'en est-il? Sommes-nous obligés de suivre le rythme imposé par l'extérieur ou le rythme qui nous garantit que lorsque nous ferons des élections, ça se passera bien? 2023, je n'ai rien contre ça. Mais si en 2023, on n'a pas identifié les électeurs congolais qui ont droit à l'élection, vous devez savoir que ça donnera toujours le même résultat. Vous pouvez avoir un ordinateur, les données que vous mettez dans l'ordinateur, c'est les résultats qui sortiront. On dit en anglais « garbage in, garbage out ». Et en rapport avec le mot de scrutin, parce que lors des dernières élections, l'élection des sénateurs et des gouverneurs, il y a eu beaucoup de choses autour de ça. Et aussi, à part ça aussi, il y a un problème de mot de scrutin de la présidentielle. Est-ce que vous ne trouvez pas que pour aussi faire beaucoup d'économies, il faudrait passer du mode de l'élection directe à l'élection indirecte, surtout à la présidence? Ça me fait froid au dos, l'élection indirecte. Présidentielle comme en Afrique du Sud, par exemple. Nous ne pouvons pas comparer l'Afrique du Sud avec le Congo. L'Afrique du Sud est aujourd'hui une référence des pratiques démocratiques, d'un état de droit. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. Il est arrivé en Afrique du Sud qu'un tribunal conteste une décision prise par le président. C'était au temps de Jacob Zuma. Les gens qui s'intéressent à la politique de l'Afrique du Sud le savent. Un tribunal a contesté une décision du président, à la demande de celui qui a été, il a été frappé par cette mesure et a estimé qu'il devait recourir à la justice, état de droit. La justice a annulé la décision du président. Vous savez, c'est une question culturelle. La culture sud-africaine actuelle permet peut-être ces modes d'élection. Mais, voyons dans la suite. Mais dans notre pays, c'est exclu. Parce que nous avons encore derrière nous un fardeau horrible, la corruption. Celui qui a de l'argent peut devenir président de la République ici dans ce pays par ces modes-là, même si le peuple ne l'aime pas. Donc, je suis d'avis, à mon avis, il faut éviter à tout prix l'élection du président de la République par une voie indirecte, comme vous le dites. Rentrons au suffrage universel. À 2 tours. À 2 tours pour les présidents, et le reste, comme vous le savez, au niveau des députés nationaux,
eh bien, il faut que l'homme qui a réellement été élu, ce soit lui qui soit député. Donc, plus question des seuils électoraux. Seuil Plus électoral. question de nomination, entre guillemets. Non, seuil électoral, c'est pas bon. Qu'on trouve des mécanismes qui garantissent qu'un homme populaire jouisse de la popularité qu'il a. Mais qu'on ne vienne pas avec une liste là où les partis à l'intérieur cherchent des chouchous et tout ça pour dire, bon, c'est vrai, ici on va mettre celui-là. Non, 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 non. Ça s'appelle l'injustice. En ce qui vous concerne, vous seriez tenté d'apporter aussi votre pierre à l'union sacrée? Je reviens à la question que vous m'avez posée dès le départ. Pour ou contre l'union sacrée? Bon. Je ne suis pas prétentieux, mais pour ceux qui me connaissent dans ce pays, la réponse est très facile à trouver. Tout Congolais qui a compris les objectifs importants de l'union sacrée, qui doit s'attaquer à tout ce qui a un caractère sacré dans notre pays, je dis bien, tout Congolais devrait s'engager dans cette démarche, soutenir cette démarche. Et comme je dis tout Congolais, je suis un Congolais. Et puisqu'on ne pourra pas tous faire partie du gouvernement de l'Union sacrée, de la nation, on ne pourra pas tous être mandataire public, que devraient faire les autres Congolais, la majorité d'ailleurs? Mais dans tous les pays du monde, vous avez toujours une structure pyramidale. Il n'y a pas d'exception. Il y a un sommet et il y a une base. Actuellement, nous sommes dans l'état dans lequel nous nous trouvons. On ne va pas venir pour bousculer les choses. Laissons l'Union sacrée pour la nation préparer les réformes qui permettront à chacun de répondre à l'exigence suivante: l'homme qu'il faut ou la femme qu'il faut à la place qu'il faut. Ça veut dire fini ce qu'on appelle en Swahili le ndougouisme, fini le tribalisme, parce que, écoutez, il y a des règles très simples. La participation. L'Union sacrée pour la nation doit réactiver le concept de participation. Ça veut dire, le gouvernement central, dans un pays où il y a trop de provinces maintenant, avec la décentralisation, je trouve ça que c'est trop. 11 provinces, c'était bien. Donc j'ai réfléchi dans l'idée des 11 provinces. L'Union sacrée, le gouvernement de l'Union sacrée, dans le principe de la participation, doit avoir en son sein un représentant de chaque province, de chacune des 11 provinces. C'est ça la représentativité. Dans un cabinet d'un ministre, je ne parle pas en l'air. Moi, j'étais directeur de cabinet, n'est-ce pas, à la présidence. Il n'y a personne au Congo qui pourra dire que je n'ai pas respecté le principe que je suis en train d'énoncer. Évidemment, avec mes conseillers étaient tous... Ici, de tous les 11 provinces. Oui. C'est connu, on peut aller vérifier. Mais aujourd'hui, dans un cabinet ministériel, vous trouvez des cousins, des oncles. Non, on doit mettre fin à cela. Mais je sais expliquer pourquoi cela arrive ainsi. C'est le manque de confiance que les Congolais ont les uns envers les autres. Il faut rétablir la confiance. Vous savez, la confiance commence dans une famille. Vous avez confiance à vos frères et à vos sœurs. Vous n'aurez pas peur de vos frères et de vos sœurs quand vous arrivez tard dans votre maison, si l'un d'entre eux venait vous ouvrir. Mais si c'est quelqu'un d'autre que vous ne connaissez pas, vous allez avoir peur. Donc c'est le problème de la peur. Il faut que la confiance soit victorieuse de la peur. Okay. Mais il faut que la peur aussi soit effacée par un nouveau caractère qu'il faut former dans l'homme congolais. Ça s'appelle la culture, une nouvelle culture. Il faut que l'Union sacrée pour la nation travaille pour remettre la culture de solidarité, la culture de l'amour patriotique, la culture et toutes ces choses-là qui font qu'on formera un bloc. Quand il sera temps, on peut rentrer à la diversité. Monsieur Boussé-Falaï Georges, un ancien de la GECAMINE, exploitation à la logistique, ancien directeur de cabinet du président Laurent Désiré Kabila, ancien ministre de l'énergie
au premier gouvernement de Joseph Kabila, ancien sénateur pendant la transition. Vous œuvrez actuellement dans les entreprises de l'économie mixte. Vous êtes président du conseil d'administration de l'ex-PELZ. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Alain, Madame Julie, Monsieur Alain, pour qu'on ne dise pas que... C'est moi qui vous suis reconnaissant, parce que vous m'avez donné l'opportunité de parler, de donner mon opinion au peuple congolais et au président de la République qui a initié l'Union sacrée pour la nation. C'est une bonne initiative. Nous devons l'assister, tous, sans des agendas cachés, pour l'aider à faire aussi son rêve. Chaque président a eu un rêve au Congo. Mais combien ont réalisé leur rêve? Qu'on l'aide à réaliser son rêve par des réformes durables qui vont changer notre pays en un paradis. Ce jour-là, les jeunes Congolais ne chercheront plus à aller à l'étranger, mais les étrangers chercheront à venir au Congo. Je rêve que dans nos ambassades à l'étranger, il y a des queues, comme on dit, des colonnes de gens qui recherchent les visas congolais, comme nous on le fait pour aller à l'étranger. C'est mon souhait et je vous remercie beaucoup. Nous vous remercions aussi pour ce décryptage. Merci Alain Boma. Merci Julie. Merci à vous, Madame, Monsieur. On s'est attardé sur l'union sacrée de la nation parce que c'est important, c'est un gros enjeu pour le réel décollage du pays et ça a été démontré. À très bientôt sur Bio1. Au revoir.